Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes nous énervent instantanément ? Peut-être que c'est un camarade de classe que vous trouvez constamment gênant, des gens qui chantent tout le temps ou un ami qui accapare constamment l'attention. Selon la philosophie de Carl Jung, il pourrait y avoir quelque chose en vous qui ressemble à cette personne agaçante. C'est la partie de nous que nous refusons de voir, notre ombre. Mais embrasser cette partie de nous pourrait nous apporter des réponses aux questions que nous nous posons depuis toujours. Dans cet épisode, nous plongerons dans les idées révolutionnaires de Carl Jung sur l'esprit humain, en explorant le monde caché de l'inconscient. Vous apprendrez comment confronter votre ombre, car si vous ne le faites pas, vous deviendrez lentement ce que vous détestez. Imaginez ce qu'il faut pour être le genre de personne prête à passer toute une vie à sonder les profondeurs de l'esprit humain. Une telle personne devient-elle plus humaine ou échange-t-elle son humanité dans le processus de recherche de sens ? Tous les grands penseurs à travers l'histoire ont probablement rencontré ce dilemme en creusant plus profondément dans la psyché humaine. Un homme qui n'a pas échappé à ce destin est Carl Jung, un psychiatre et psychanalyste suisse. Jung est plutôt connu comme pionnier dans ces domaines, particulièrement parce qu'il a fait bien plus que d'étudier l'esprit. Il l'a cartographié comme un explorateur traçant des territoires inconnus. Son travail a jeté les bases de certaines des plus grandes idées en psychologie aujourd'hui, des types de personnalités aux concepts comme l'enfant intérieur. Du moins, c'est ainsi que les manuels scolaires le décrivent. Cependant, il n'était pas un sage ayant trouvé la compréhension après une semaine de méditation. Pour comprendre pourquoi il a pu fournir des perspectives fiables à de nombreuses personnes, il est préférable de jeter un coup d'œil à la vie qu'il a conduit sur un chemin qu'il a pavé de ses propres mains. Et peut-être avec des mains que certains d'entre vous connaissent. Les premières années. Jung est né en 1875 à Keswil en Suisse. Fils d'un pasteur, Jung respectait son père, mais il trouvait que ses croyances religieuses rigides étaient trop contraignantes pour être suivies à l'âge adulte. Ce fut son premier affrontement entre spiritualisme et scepticisme, plantant les graines qui lui permettraient d'explorer véritablement sa fascination pour l'esprit inconscient. Jung passait beaucoup de temps seul lorsqu'il était enfant, rêvant souvent éveillé et réfléchissant à ses propres pensées. Il décrivit plus tard cette période comme sa première rencontre avec l'inconscient, un thème qui allait dominer le travail de toute sa vie. Au départ, Jung poursuivait des études de médecine et n'avait aucune inclination pour la psychologie clinique, mais un intérêt pour les maladies mentales le conduisit à la psychiatrie. La façon dont cela s'est produit est fascinante. À un moment donné, dans la trentaine, Carl Jung a vécu ce qu'il a décrit comme une horrible confrontation avec l'inconscient, une expérience où il vit des visions et entendit des voix. Il arriva à un point où il commença même à s'inquiéter d'être menacé par une psychose ou de faire une schizophrénie. On peut se demander si ses connaissances en maladie mentale n'avaient pas été aussi avancées, aurait-il eu la chance de sortir de cette confrontation ou serait-il devenu une autre victime sans nom de son époque ? Heureusement, nous avons eu la première option. À la suite de ces événements, en 1900, Jung décida de travailler à l'hôpital psychiatrique de Burgolsli à Zurich. C'est là qu'il commença à étudier les patients schizophrènes. Cet endroit fut également sa première rencontre avec le travail de Sigmund Freud. Peu après avoir examiné les idées de Freud, il entra en contact avec lui et les deux commencèrent à échanger des lettres. Rapidement, le duo développa une relation amicale et intellectuellement stimulante. Ils s'engageaient souvent dans de vives discussions sur les travaux de Freud et avec le temps, Jung gravit rapidement les échelons de la psychanalyse et devint le protégé de Freud. Il évolua en l'homme que Freud pensait être apte à poursuivre son héritage. Mais Jung ne s'est pas arrêté aux théories de Freud, il les a étendues, parfois de manière radicale. Tandis que Freud se concentrait sur les désirs sexuels refoulés et l'influence de l'enfance sur les individus, Jung croyait que l'esprit humain était bien plus qu'un simple entrepôt charnel pour les traumatismes passés. Il imaginait la psyché comme un système autorégulateur qui cherche à maintenir un équilibre et à se développer. Il croyait également qu'elle se compose de 3 couches. Le « moi », c'est l'esprit conscient ou la partie de nous qui interagit avec le monde. C'est notre sens de soi, cette voix que vous entendez lorsque vous réfléchissez, comme maintenant. Vous êtes conscient que vous regardez une vidéo et cette voix vous le dit. L'inconscient personnel. C'est un peu comme un espace de stockage personnel pour les souvenirs oubliés et les émotions refoulées. Il est très unique à chaque individu. L'inconscient collectif.
C'est là que Jung a vraiment ouvert de nouvelles voies en psychologie. Ce concept repose sur une approche novatrice, celle où l'inconscient personnel est le produit d'une couche profonde, universelle de l'inconscient que tous les humains partagent. Cet inconscient collectif est rempli d'archétypes que l'on retrouve chez les gens. En d'autres termes, des symboles et des motifs primordiaux qui apparaissent dans les mythes, les rêves et les histoires à travers des cultures qui n'ont même jamais été en contact les unes avec les autres. Par exemple, vous trouverez une certaine variation de dragon comme mythe dans les cultures séparées par des océans. C'est un archétype. Cependant, pour Jung, ces archétypes aidaient à mieux définir le comportement humain. Parmi les nombreux archétypes que Carl Jung a définis, il en a identifié 4 comme étant les plus influents sur le comportement humain. La persona, le masque que nous portons en public. C'est une version de nous-mêmes que nous présentons au monde, façonnée par les attentes sociales. L'ombre, la partie de nous que nous nions, rejetons ou cachons. C'est ce qui se cache derrière nos désirs et impulsions refoulées, comme la somme de tout ce que nous n'admettrons jamais d'être. Anima animus, le côté féminin intérieur chez les hommes est l'anima, tandis que le côté masculin chez les femmes est l'animus. Pour Jung, intégrer ces aspects en fonction des genres pourrait conduire à un meilleur équilibre psychologique. Le soi, c'est l'objectif ultime de la psychologie jungienne. Le soi représente l'union entre l'esprit conscient et l'inconscient, créant ainsi la complétude et l'individuation. Mais avant d'explorer plus loin, jetons un œil à quelques-uns des archétypes intéressants proposés par Jung. Bien que ces 4 soient les plus connus, il en existe d'autres qui valent la peine d'être étudiés à mesure que l'on plonge plus profondément dans la philosophie jungienne. Un archétype qui pourrait rapidement attirer votre attention est le puer aeternus, ou l'enfant éternel. Cet archétype reflète une personne qui résiste à grandir, un peu comme le personnage fictif de Peter Pan. En fait, certains psychologues l'appellent le syndrome de Peter Pan. Vous connaissez probablement un Peter Pan dans votre vie, les personnes qui ont eu leur apogée au lycée et qui semblent ne pas pouvoir laisser le passé derrière elles. Elles évitent la responsabilité et restent coincées dans la phase de l'adolescent rebelle. Bien que ces personnes puissent inspirer l'émerveillement et la créativité, si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent se retrouver enfermées dans un cycle d'évasion. Souvent perdues dans des versions fantasmées de qui elles sont, incapables de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour transformer leurs idées en réalité. Si cela vous parle, reconnaître les traits de cet archétype peut être la première étape vers une croissance personnelle. Un autre archétype intrigant mais moins populaire est le Senex, ou l'homme sage, symbole de sagesse et de guidance. Vous trouverez souvent cette figure dans les rêves ou les histoires en tant que mentor, comme Obi-Wan Kenobi dans la trilogie originale de Star Wars. Cet archétype peut aider les individus à trouver une direction pendant les périodes de grande incertitude. Malgré une amitié solide, la nature de leurs travaux, mêlée à une brillance individuelle, signifiait qu'il y aurait des désaccords entre Jung et Freud. Mais ce n'était pas uniquement à cause de divergences professionnelles qu'ils se sont éloignés. Cela était lié à la manière dont Freud croyait que les désirs sexuels étaient un moteur principal du comportement humain, tandis que Jung pensait que c'était trop réducteur, soutenant que cette idée pouvait aller bien au-delà. Jung argumentait que les mythes, la spiritualité et la quête de sens d'une personne jouaient tout autant un rôle dans la formation de la psyché humaine. Ces différences idéologiques devinrent une fissure qui ne se referma jamais complètement. Avec des lignes bien tracées, il était clair que le départ de Jung du cercle de Freud était bien plus qu'une affaire personnelle. C'était davantage une scission au sein même du domaine de la psychologie. L'héritage de Freud finirait par évoluer vers la psychanalyse. Pendant ce temps, Jung traça un chemin complètement nouveau qu'il appela la psychologie analytique. Cette approche était assez vaste, mettant l'accent sur l'importance de la croissance personnelle, de l'interprétation des symboles et d'un voyage intérieur vers la découverte de soi. Comprendre qui était Jung et comment il a développé ses théories est utile pour explorer les concepts plus profonds que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Du travail sur l'ombre à l'individuation, les idées du psychologue suisse offrent une feuille de route pour quiconque cherche à mieux se comprendre.
Mais ces théories n'étaient pas des idées parfaites, acceptées par tous les psychologues. Vers la fin de cet épisode, nous examinerons de plus près la résistance à laquelle Jung a fait face, notamment des cercles freudiens. Pour l'instant, faisons un saut de foi dans l'ombre, là où les parties cachées de nous-mêmes attendent dans l'espoir et la misère. Section 2, l'ombre. Vous êtes à une fête quand vous rencontrez une personne bruyante et en quête d'attention qui veut commencer un cercle de danse. Vous avez toujours détesté quand les gens essaient de se mettre en avant en public. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de quand cela a commencé. D'une certaine manière, vous avez l'impression que vous avez toujours été ainsi. Vous roulez des yeux en pensant « Ah, je ne pourrais jamais être comme ça ». Mais et si cette réaction n'était pas simplement un peu d'agacement? Et si c'était un reflet de quelque chose de caché et enfoui profondément en vous? Ce malaise que vous commencez à ressentir est une porte d'entrée vers l'une des idées les plus fascinantes de Carl Jung, l'ombre, l'un des 4 archétypes fondamentaux. Jung a décrit l'ombre comme une partie de notre psyché où nous enfouissons des traits, des émotions et des désirs que nous trouvons incompatibles avec l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est un peu comme un tiroir à déchets psychologiques qui contient des parties de nous que nous préférons ne pas reconnaître. Vous savez, ces aspects que vous ne voulez jamais voir en vous, la jalousie, l'avarice, la rancune. Mais ce qui est hors de vue n'est pas toujours hors d'esprit. L'ombre a des moyens de se glisser dans nos vies, comme en apparaissant sous forme de projection. Comme ce moment où vous voyez cette personne à la fête et, pendant un instant, vous voyez vos qualités refoulées chez quelqu'un d'autre. Une mère gronde sa fille pour être trop franche, confiante et amicale avec les autres. En surface, cela pourrait sembler être le comportement d'une mère méchante et dure. Mais l'ombre raconte une autre histoire. Cette mère a probablement été comme sa fille au début de sa vie. Mais elle a changé lorsqu'elle a été rejetée pour être trop. Ayant grandi dans une ville où le syndrome de la grande tige de coquelicot était une réalité, un terme utilisé pour décrire la tendance à rabaisser les individus qui se distinguent. Elle a perdu un emploi pour avoir éclipsé son patron et ses amis l'ont abandonnée parce qu'elle demandait beaucoup d'attention, parce qu'elle était trop extravertie. Après de telles expériences dans sa jeunesse, la mère a enterré ses parties d'elle-même, apprenant à valoriser l'humilité silencieuse à la place. Aujourd'hui, voir sa fille incarner cette même audace éveille des émotions inconfortables et, au lieu de confronter son ombre, elle s'emporte. À son insu, ce n'est pas le comportement de sa fille qu'elle déteste, mais les échos de son jeune soi, une personne qu'elle a tant travaillé à réprimer. La plus grande tragédie de la famille est la vie non vécue des parents. Carl Jung. C'est ainsi que l'ombre danse dans nos vies, se glissant à travers les générations et les relations. C'est un rappel puissant que nos jugements reflètent souvent des blessures intérieures et non des vérités objectives. Une fois que nous reconnaissons ces dynamiques dans nos relations, l'empathie peut rapidement remplacer la frustration. Les réprimandes de la mère sont plus qu'une simple réaction dure. C'est une invitation à guérir. En reconnaissant les parties cachées de nous-mêmes, nous adoucissons nos bords et nous rapprochons de l'acceptation de soi. Mais que faire une fois que vous avez rencontré l'ombre? Pour Jung, confronter cette partie de nous-mêmes pourrait débloquer la croissance et une plus grande prise de conscience de soi. Ce processus est connu sous le nom de « travail sur l'ombre ». Le travail sur l'ombre n'est pas un terme sophistiqué pour des rêves lucides et comment vaincre vos démons intérieurs, aussi cool que cela puisse paraître. Ce serait plutôt un peu comme se lier d'amitié avec le monstre sous votre lit. En affrontant les parties de nous qui n'ont connu que l'obscurité pendant si longtemps, nous réduisons leur emprise sur nous et reprenons l'énergie que nous dépensions autrefois à les réprimer. En pratique, cela ressemble à ceci. Écrire dans un journal sur les moments où vous avez eu une forte réaction émotionnelle en vous demandant « Quelle partie de moi cette situation reflète-t-elle » ou travailler avec un thérapeute formé à l'analyse jungienne. Oui, vous pouvez consulter des thérapeutes professionnels sur ce sujet. La psychologie moderne a adopté le travail sur l'ombre comme un outil de guérison. Et vous trouverez souvent des thérapeutes qui guident leurs patients dans l'exploration des expériences d'enfance non résolues ou des schémas répétés dans les relations. Ils aident à retracer ces schémas jusqu'aux parties non reconnues de leur psyché. Même en dehors du cabinet d'un thérapeute, les gens ont tendance à utiliser le travail sur l'ombre comme une forme de développement personnel, explorant des méditations guidées, des exercices de réflexion personnelle et même l'analyse des rêves. Tout cela pour entrer en contact avec leur monde intérieur. Au fond, le concept de l'ombre nous rappelle que la croissance ne consiste pas à devenir une nouvelle personne. Contrairement au conseil populaire sur le fait de se réinventer, le travail sur l'ombre nous encourage à nous rapprocher de l'intégrité en embrassant les côtés lumineux et sombres qui existent en nous.
Êtes-vous déjà entré dans une pièce bondée, remplie de conversations et de rires, mais vous vous sentez comme un fantôme? Vous êtes présent mais invisible. C'est comme si tout le monde était connecté à quelque chose de plus grand et vous êtes à l'écart. Au lieu de cela, vous vous tenez à l'écart, déconnecté. Cette solitude étrange, cette sensation où vous êtes entouré mais inconnu, pointe vers quelque chose de bien plus profond que la simple isolation. Pour Carl Jung, cela révèle un soi fragmenté en quête d'intégration. Le remède à cela? L'individuation. L'individuation semble être un mot complexe pour justifier l'isolement. Mais si vous écoutez de près, cela pourrait bien vous aider à découvrir des moyens de devenir votre soi authentique parmi les autres. D'une certaine manière, l'individuation est un processus qui dure toute la vie et qui consiste à devenir un vrai soi. C'est le processus par lequel les gens passent pour atteindre une personnalité distincte et stable. Ce n'est pas vraiment une question d'amélioration personnelle, du moins pas dans un sens conventionnel. Avec l'individuation, vous n'adoptez pas de nouvelles habitudes ni ne perfectionnez des aspects de vous-même considérés comme des faiblesses. Au contraire, il s'agit de découvrir et d'intégrer les parties les plus disparates de vous-même. Vous savez, cette partie en vous qui voit quelque chose et vous vous dites immédiatement « Je ne ferai jamais ça, même en 1000 ans ». L'ego, l'ombre, l'anima animus et le soi sont tous essentiels à cette danse délicate à l'intérieur de nous. Une fois ces éléments alignés, nous pouvons nous rapprocher un peu plus de l'intégralité. Cependant, si nous les rejetons ou les ignorons, nous nous éloignons de notre essence. Cela amplifie les sentiments d'aliénation et le pire, c'est de chercher constamment à combler ce vide avec des choses qui ne vous répareront jamais vraiment. L'individuation n'est pas une solution universelle, mais avec elle, vous avez une chance de gérer vos tourments intérieurs avec des forces que vous n'avez pas encore pleinement réalisées. La solitude est souvent un signal que ce travail intérieur est négligé. À cause de cela, nous tentons de remplir ce vide extérieurement en cherchant de l'attention, de l'admiration et de la validation. Nous commençons à espérer qu'en étant remarqués, peut-être que la douleur intérieure s'atténuera. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus cette tendance en encourageant l'énergie de personnage principal où la vie de quelqu'un est façonnée pour un public. Nous devenons lentement des acteurs dans nos propres vies, désespérés de validation et d'applaudissements. Pourtant, Jung soutient que cette quête est vide. Comment cela est-il possible? D'abord, l'individuation enseigne que l'épanouissement ne vient pas du fait d'être vu, mais de se voir soi-même et de voir les autres avec clarté. Ajoutez à cela une dose saine de compassion et les choses commencent à avoir beaucoup plus de sens. Prenons cet exemple. Vous faites défiler votre fil Instagram, vous vous arrêtez de temps en temps en regardant la vie parfaitement organisée d'un ou une amie. En fixant intensément leurs photos, vous ressentez un pincement de jalousie. Plutôt que de rejeter cette émotion amère dans l'embarras, considérez ce moment comme une invitation à expérimenter l'individuation. Quel pourrait être le désir non satisfait ou la qualité réprimée que cette jalousie met en évidence? Enviez-vous leurs photos de vacances parce que vous avez secrètement envie d'aventure? Dénigrez-vous leur retour vers leur ex pour la 3e fois parce que vous avez secrètement peur que personne ne vous aime assez pour vouloir continuer à essayer? Avez-vous de l'embarras pour leurs vidéos TikTok bizarres parce que vous avez dû maintenir une apparence d'être bien organisé? Tout cela revient à des parties de vous-même qui sont passées inaperçues. L'individuation vous demande de vous asseoir avec ces sentiments dans leur totalité, aucun jugement. Juste vous regardant dans le miroir et démêlant les messages contenus dans votre inconfort. Ce processus de tourner l'attention vers l'intérieur est ce qui aide à cultiver une connexion plus riche avec soi-même. D'une manière paradoxale, cela réduit également la solitude. En nous engageant dans une profonde introspection, nous grandissons et devenons mieux équipés pour interagir avec le monde de manière authentique. Peu à peu, le besoin de validation extérieure s'estompe et est remplacé par une confiance calme et tranquille. Une confiance entièrement enracinée dans la conscience de soi. Une approche pratique de l'individuation et, par extension de la lutte contre la solitude, consiste à déplacer notre attention vers l'extérieur. Bien sûr, cela semble contre-intuitif, mais en remarquant les autres plutôt qu'en cherchant constamment à être remarqués, nous dissolvons les barrières qui nous isolent. Alors, la prochaine fois que vous êtes dehors, au lieu de penser à quel point il est déprimant de ne pas avoir beaucoup d'amis, essayez quelque chose de nouveau. Vivez en dehors de votre propre tête. Envisagez de commencer une véritable conversation avec quelqu'un qui se font souvent dans l'arrière-plan. Les types de personnes que vous considéreriez comme des PNJ. Un livreur, un propriétaire de magasin. Rien de trop fou, juste un peu de connexion humaine.
Faites attention aux détails inaperçus de leur histoire. En faisant de cet acte simple une habitude, vous pouvez vivre des changements transformateurs dans votre propre vie. Lorsque vous apprenez à voir les autres profondément, nous reflétons ce même type d'attention en nous-mêmes, favorisant la même reconnaissance en nous. Tout devient logique une fois que vous le visualisez dans votre tête. S'il y a des parties de vous-même qui ne sont jamais considérées comme pertinentes dans votre propre tête, vous êtes probablement en train d'utiliser un niveau similaire de dureté dans la façon dont vous jugez les autres à un certain degré. Jung croyait que la solitude était un ingrédient essentiel à l'individuation. Mais il ne s'agit pas de la solitude qui survient lorsque vous êtes déconnecté du monde autour de vous. Il s'agit plutôt de la solitude qui existe lorsque vous êtes en harmonie avec l'inconscient. Grâce à des pratiques régulières comme la méditation, l'écriture et l'expression créative, nous pouvons nous engager avec les parties cachées de notre psyché, permettant à l'inconscient de parler enfin. Ces moments solitaires sont ce qui tissera ensemble les aspects fracturés du soi, nous rapprochant ainsi de l'intégralité psychologique. Pour commencer ce voyage, voici quelques étapes pratiques à explorer. S'engager dans des sorties créatives. La créativité est souvent négligée dans le parcours d'amélioration de soi. Mais être familier avec qui nous sommes et comment notre esprit préfère s'exprimer est essentiel. L'art, la musique et l'écriture sont des activités qui contournent les défenses de notre ego, permettant aux aspects cachés de nous-mêmes de faire surface. Oubliez l'idée de produire un chef-d'œuvre, créé plutôt dans un esprit d'exploration. C'est dans le voyage ou le processus lui-même que réside la valeur. Exploration thérapeutique. L'analyse jungienne ou d'autres thérapies orientées vers la profondeur sont de fortes sources de structure pour l'individuation. Un thérapeute formé peut vous guider dans des étapes comme l'engagement avec l'ombre, la découverte des projections que vous avez portées sur les autres et l'intégration du matériel inconscient. Pratiquez la pleine conscience. Lorsque vous êtes capable de dégager des moments de calme chaque jour, cela vous aidera à vous sentir à l'aise avec qui vous êtes. Cela vous permet également de réfléchir sur les déclencheurs émotionnels, les conflits récurrents ou les réactions intenses. Vous demandez « Quelle partie de moi est activée ici ?» est une manière utile de débloquer des aperçus profonds. Construire des connexions authentiques. L'individuation prospère dans une relation. Cela va au-delà de la sphère romantique et concerne les communautés ou les amitiés où la vulnérabilité est encouragée. En partageant votre monde intérieur avec les autres, vous pouvez accélérer l'individuation, révélant des forces cachées et des angles morts en vous. Écrire ses émotions et ses rêves. Les rêves sont considérés comme le langage de l'inconscient. Ils offrent des indices sur des parties négligées de notre psyché. Lorsque vous tenez un carnet près de votre lit et écrivez rapidement vos rêves au réveil, vous découvrirez des aperçus intéressants. Avec le temps, des symboles et des motifs commencent à émerger, pointant vers des aspects de vous-même qui nécessitent d'être intégrés. Au lieu de voir la vie comme une sorte de performance, vous commencez à l'habiter pleinement. La solitude disparaît, non parce que le monde extérieur change, mais parce que vous êtes capable d'approfondir la relation avec vous-même. Vous commencez à reconnaître que les connexions que vous recherchez à l'extérieur sont, en leur cœur, un reflet des connexions que vous avez cultivées en vous-même. La perspective de Jung sur l'individuation n'est pas un idéal tiré par les cheveux réservé aux philosophes ou aux mystiques. C'est un chemin pratique ouvert à toute personne prête à s'engager avec son paysage intérieur. Bien que ce voyage soit parfois solitaire, il nous ramène à la collectivité, nous rendant plus connectés, entiers et beaucoup plus en paix avec qui nous sommes réellement. Bien que Carl Jung se soit révélé être une voix utile dans le domaine de la psychologie aujourd'hui, son influence n'a pas été accueillie sans une bonne dose de scepticisme. Des concepts comme l'ombre, les archétypes et l'inconscient collectif ont contribué à façonner la psychothérapie, la culture populaire et la littérature. Cependant, les critiques ont soulevé un problème spécifique avec sa philosophie. Et le problème en question est la nature métaphysique des théories de Jung. Pour le dire simplement, beaucoup de gens estiment que le travail de Jung ne peut vraiment être testé scientifiquement ou exprimé en termes pratiques. Si nous voulons pleinement apprécier le travail de cette icône de la philosophie, il est essentiel d'explorer ses critiques les plus fortes et les débats qu'elles ont enflammés dans la psychologie en général. Il est bien établi que Jung était considéré comme le protégé et le successeur potentiel de Freud. Tous deux étaient d'accord sur beaucoup de choses, notamment leur intérêt pour l'inconscient.
Comme nous l'avons noté précédemment, leurs chemins philosophiques ont fini par diverger, ce qui les a conduits à des affrontements théoriques importants. Freud, connu pour son cadre psychanalytique, mettait l'accent sur l'importance des pulsions sexuelles et des désirs refoulés en tant que force principale qui façonne le comportement humain. En créant un modèle de la psyché, il croyait que notre comportement tourne autour de ça, du moi et du surmoi, peignant une image de l'humanité largement façonnée par nos expériences de l'enfance. Pour Jung, il proposait une vision plus large et plus spirituelle de l'inconscient. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les sentiments personnels de répression, il introduisit l'inconscient collectif comme une idée. Celui-ci est perçu comme un ensemble d'archétypes et de symboles partagés que notre espèce a hérité de nos ancêtres. Les critiques estiment que l'éloignement de Jung des croyances de Freud l'a poussé dans une direction beaucoup plus imaginative que celle de son ancien ami. Cependant, cela manquait aussi des bases empiriques mises en avant et maintenues par Freud. En choisissant de se concentrer sur les symboles, les mythes et les rêves, la psychologie jungienne semblait trop éloignée de la réalité et certains la considéraient comme appartenant à un territoire spéculatif. Maintenant, la plus grande partie de la philosophie jungienne qui soulève des sourcils est son mysticisme. Il s'agissait d'une personne qui n'a jamais hésité à s'aventurer dans l'astrologie, l'alchimie ou les symboles religieux. Jung était prêt à explorer la psyché humaine de manière jamais proposée auparavant. Cela a renforcé sa réputation de penseur qui marche constamment sur la ligne de frontière entre la métaphysique et la psychologie. Quelques points intéressants sur Jung incluent sa croyance en la synchronicité. L'idée que les coïncidences ont toujours une connexion significative. Il utilisait aussi des cartes de tarot et I Ching, un texte chinois ancien qui fonctionne de manière similaire au tarot. Ces ressources aidaient Jung à mieux comprendre la psyché, mais il a aussi attiré de vives critiques de nombreux psychologues contemporains qui préféraient se concentrer davantage sur la recherche empirique. Certains soutiennent que l'adhésion de Jung au mysticisme tend à nuire à la crédibilité de son travail. La psychologie moderne privilégie des résultats cohérents qui peuvent être reproduits par des tests et des méthodes fondées sur des données. En revanche, avec l'analyse jungienne, il y a beaucoup d'accent sur l'expérience subjective, ce qui fait qu'elle peine à répondre aux critères établis par les normes modernes. Il existe des critiques, comme Richard Noll, un auteur primé connu pour The Jung Cult, The Origins of a Charismatic Movement, qui pense que l'approche de Jung est un mouvement quasi spirituel plutôt qu'une discipline scientifique, poussant même l'argument plus loin en affirmant que l'approche de Jung ressemble davantage à celle d'un leader religieux qu'à celle d'un psychologue. Cette qualité mystique, souvent sujette aux critiques à l'égard de Jung, est aussi ce qui le rend si attirant. Cette volonté innée de s'engager avec l'inconnu et d'explorer l'esprit est quelque chose qui résonne avec certains types de personnes. Vous savez, ceux qui cherchent un sens au-delà des limites du matérialisme. Pour beaucoup, la psychologie jungienne offre un pont entre la science et la spiritualité. Elle aborde des questions de sens, de transformation et d'identité, les choses que les modèles psychologiques ont tendance à négliger. Une autre critique courante du travail de Carl Jung réside dans la complexité qu'il apporte, mais avec peu de moyens pratiques pour les appliquer. Lorsqu'on examine des concepts comme l'anima et l'animus, l'individuation et l'ombre, on constate qu'ils sont décrits de manière assez abstraite. Cela rend difficile pour la personne moyenne de les mettre en œuvre dans sa vie quotidienne ou de les saisir pleinement. Contrairement à des approches comme la thérapie cognito-comportementale, qui utilise des techniques claires et structurées pour aborder des problèmes de santé mentale. En analyse jungienne, les choses semblent souvent avancer lentement ou sont destinées à un public de niche. Concernant l'individuation, il existe une forte conviction que c'est un élément essentiel pour la croissance psychologique. Pourtant, elle manque de méthodes claires ou de démarches concrètes. Les critiques affirment qu'en l'absence de méthodes tangibles, la thérapie jungienne n'est en réalité qu'un exercice introspectif qui ne produit pratiquement aucun progrès tangible. Dans les milieux cliniques, cette ambiguïté peut devenir frustrante pour les patients cherchant un soulagement immédiat de leur souffrance psychologique. Au XXIe siècle, vous remarquerez que la psychologie jungienne a beaucoup évolué. Certains praticiens ont tenté de baser certaines idées de Carl Jung sur des recherches contemporaines. Les neurosciences, par exemple, ont commencé à s'intéresser au rôle de l'inconscient.
en particulier aux idées comme l'inconscient et son rôle dans l'influence des comportements. Cela fait fortement écho à la notion d'archétype de Jung. Cependant, certains psychologues modernes comme Jordan Peterson s'inspirent largement des idées jungiennes dans leurs écrits et conférences. Il fait également face à beaucoup de critiques pour avoir simplifié ou mal interprété les théories plus nuancées de Jung. L'approche de Peterson sur des concepts comme l'ombre a permis de rendre Jung accessible à un plus large public, mais elle a aussi suscité des débats sur le fait que ces simplifications diluent la richesse du travail original de Jung. L'une des choses que la psychologie jungienne semble avoir du mal à écarter est sa représentation de l'anima et de l'animus. On fait souvent des arguments sur la description de ces figures intérieures, car elles tendent à renforcer les stéréotypes de genre. D'un côté, la féminité est perçue comme émotionnelle et passive, tandis que la masculinité représente la force et la logique. Bien que les analystes jungiennes insistent sur la nature fluide et en constante évolution de ces archétypes, les critiques soutiennent que de tels cadres risquent de promouvoir des notions désuètes des rôles de genre. Malgré les fortes critiques, l'œuvre de Jung continue de prouver sa valeur. Ces théories invitent à l'exploration du monde intérieur de manière qui va au-delà du simple diagnostic des symptômes. Plutôt que de ressembler à une liste de contrôles, la psychologie jungienne encourage une approche holistique de la santé mentale. Bien que certaines de ces idées ne résistent pas à un examen scientifique rigoureux, elles offrent toujours des outils pour la découverte de soi et l'inspiration artistique. À un niveau plus profond, les critiques de Jung reflètent les dualités qu'il cherchait à explorer dans son travail. En particulier celle liée à la science versus la spiritualité. La plus grande contribution de Jung ne réside pas dans la fourniture de réponses définitives aux questions, mais plutôt dans le fait de nous inciter à poser des questions bien plus profondes sur la nature de l'esprit humain et les mystères qui façonnent notre existence. Les idées de Carl Jung ne se sont pas estompées avec le XXe siècle, non. Elles se sont tissées dans le tissu même de l'art, de la culture populaire et de la psychologie d'aujourd'hui. Son exploration des archétypes et de l'inconscient collectif joue un rôle majeur dans la manière dont les histoires sont racontées et dans notre compréhension de nous-mêmes. Au cinéma, on peut facilement voir son influence dans certaines des œuvres les plus emblématiques de notre époque. Des réalisateurs comme Christopher Nolan, George Lucas et David Lynch se sont ouvertement inspirés de la philosophie jungienne pour créer des récits complexes et symboliques. La structure narrative du voyage du héros, popularisée par le mythologue Joseph Campbell, lui-même un étudiant dévoué de Jung, est à la base de nombreux blockbusters allant de Star Wars à de Matrix. Ces histoires résonnent profondément avec le public parce qu'elles reflètent les archétypes et les schémas décrits par Jung dans ses travaux. Cette philosophie est si pertinente qu'elle aide la culture populaire en reflétant les expériences psychologiques partagées de l'humanité. En dehors du cinéma, les idées de Jung se sont solidifiées dans la musique, la littérature et même les jeux vidéo. Le concept de bataille entre la lumière et l'obscurité, la quête de l'auto-actualisation et l'intégration de l'ombre sont des thèmes récurrents trouvés dans d'innombrables œuvres créatives. Les artistes canalisent généralement l'inconscient pour créer les meilleures œuvres, transformant des symboles personnels et collectifs en expressions comprises universellement. À une époque où l'exploration de l'identité et la prise de conscience accrue de la santé mentale sont omniprésentes, porter un regard sur l'accent mis par Jung sur l'individuation semble plus pertinent que jamais. Son travail offre quelque chose de plus qu'une simple réflexion. Il constitue une carte pour ceux qui cherchent un sens dans un monde de plus en plus fragmenté.